Après une semaine de pause, on redémarre un peu plus calmement par rapport à comment on avait été laissé dans le chapitre 1067. Oda s'est dit qu'il fallait ralentir un petit peu et ce n'est pas plus mal. Même s'il nous lâche encore quelques pépites dont la rencontre Luffy-Lucci. Mais surtout pour la plus importante, celle du rêve de Vegapunk et de son énergie infinie, comme un certain scientifique de notre monde. Et donc, salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de One Piece Road pour la review du chapitre 1068. Et oui, je sais, ça faisait quelques semaines que je n'avais pas fait de review, mais tout comme Oda est reparti cette semaine, on repart aussi de notre côté. Et on va commencer par cette review, puis une théorie un peu plus tard dans la semaine. Alors, ne vous inquiétez pas, on continue l'aventure. Enfin bon, repartons sur de bonnes bases avec ce chapitre 1068 où le CP0 a commencé à entrer en action. Et ce que j'essaye toujours de comprendre dans cet arc et le rôle qu'ils peuvent avoir, c'est ce que j'attends le plus hors toutes les informations que l'on peut avoir. Bon, on a confirmation que le CP0 n'a fait aucune information sur la venue des Mugiwara sur l'île d'Egghead, on comprend ce qui leur donnait ainsi toute leur confiance pour détruire Vegapunk et tous ses clones, mais pour nous lecteurs, je sais pas ce qu'Oda essaye de nous apporter. Lucci a été déjà battu une première fois par Luffy, donc une revanche de celui-ci sur Luffy est moins intéressante, surtout que même si Lucci s'est entraîné, a pris du niveau que ce soit en termes de maîtrise du haki ou encore de son fruit du démon, Luffy lui s'est amélioré encore plus, surtout sachant que c'est lui le protagoniste principal de l'œuvre. Il a déjà le haki de l'armement avancé, un haki des rois offensif et même un éveil de son fruit avec le Gear 5, donc je sais pas, franchement je ne sais pas. Il est même devenu empereur maintenant, et le voir faire égal à égal contre Lucci serait un non-sens complet de mon avis. Après bon, que Lucci se fasse one-shot m'étonnerait un peu, même si Kaido a bien one-shot Luffy au début de Wano Kuni, et l'a aussi détruit complètement un membre du CP0 lors du combat Luffy versus Kaido sur le toit d'Onigashima. S'il ne se bat pas avec Luffy car pour moi il n'a pas le niveau, la solution est qu'il fuit, ce qui n'est pas vraiment dans le style de Lucci, et donc les seules solutions qui peuvent rester sont qu'il ne fuit pas et veuille affronter Luffy mais se retrouve à affronter Jinbei, ou que simplement Luffy se dit qu'il n'a pas le temps pour ça et se bat. Le CP0 bien sûr va essayer de l'en empêcher sans succès. Ça n'explique toujours pas leur intérêt dans cet arc pour le moment. Alors seuls deux éléments sont à noter concernant le CP0 dans ce chapitre, et mis en lumière par Oda, c'est d'une part le fait que ceux-ci connaissent cette île, donc comment elle est liée avec Vegapunk, ça serait intéressant, surtout que l'on rentre dans une période où l'affrontement final entre le gouvernement mondial contre les pirates approche à grands pas, et on voit de plus en plus de personnes douter du gouvernement mondial, et donc leurs différentes actions est intéressant. Et d'autre part, ce qui est intéressant est que Oda, de par la voix de Jinbei, nous dit clairement qu'on est sur la fin, et que de grandes choses arrivent en disant qu'une arrivée du CP0 est toujours avant-coureur d'une grande catastrophe. Bon, pour moi, cette catastrophe ne se passera pas sur Egghead, mais plutôt sur une autre île. Et l'arc actuel sera le point d'ancrage d'une grande saga finale, comme Punk Hazard l'a été pour la saga des 4 empereurs. Mais on en parlera un peu plus en détail dans la théorie que je vous réserve pour cette semaine. Je vous tease, on parlera de dragons, de Luffy et des futurs arcs qu'on pourrait avoir. Alors n'hésitez pas à liker et vous abonner si vous voulez avoir encore plus de contenu, c'est un gros soutien pour la chaîne. Bon. Mis à part ça, j'ai hâte de voir si le CP0 et Lucci restent campés sur leur position de chien du gouvernement, ou s'ils vont tout simplement retourner leur veste, ou se liguer contre le gouvernement mondial, comme l'a fait le docteur Vegapunk. Alors oui, je sais, le docteur Vegapunk ne s'est pas vraiment ligué contre le gouvernement mondial, littéralement. Mais il ne les a jamais considérés comme des alliés, mais plus comme des investisseurs lui permettant de procéder à ses recherches. D'ailleurs, il a plusieurs fois désobéi au gouvernement mondial, avec d'une part sa lecture des écrits de Ohara à Elbaf, donc secrètement, la destruction des bateaux des différents cypherpoles là qu'on a vu dans ce chapitre, et surtout donc la recherche sur l'énergie de l'ancien royaume faisant fonctionner le robot. Il n'a cherché qu'à utiliser le gouvernement mondial et ses ressources afin de continuer ses recherches, tout simplement. Et sa curiosité de scientifique a fait que maintenant il en sait beaucoup trop et que c'est devenu un ennemi à éliminer pour le gouvernement mondial. D'ailleurs, avant de parler de son rêve pas encore atteint et de ses recherches sur l'énergie qui faisait fonctionner le robot de l'ancien royaume, on va plutôt parler de ses inventions déjà abouties, à savoir les séraphins, en commençant par le fait que nous ne connaissons toujours que 4 séraphins sur les 7, potentiellement 7 plutôt, et que les 3 qui nous manquent, à savoir S Croco, S Bat et S Flamingo, si on suit la logique des noms des séraphins et de leur ressemblance,
donc S-Croco pour crocodile bien sûr, S-Bat, bat pour chauve-souris, donc pour, comment il s'appelle encore? J'ai oublié son nom, pour Moria, et pour le dernier, S-Flamingo pour Doflamingo. Oui, flamant rose en anglais, c'est Flamingo. Et donc, si Oda ne les a pas encore montrés, c'est qu'ils ne doivent pas être encore optimisés, comme on a vu d'ailleurs le Séraphin de Jinbe à 98%, il y a de cela quelques chapitres. Donc, ils peuvent soit être en train de charger, soit pas encore optimisés pour le combat. Et en parlant de combat, on se retrouve donc encore une fois avec un Séraphin avec un fruit du démon. Cette fois-ci, c'est le Sbire qui a les pouvoirs du Nikyu Nikyu no Mi du Shishibukai dont il est lui-même issu, à savoir Kuma. Est-ce que la théorie comme quoi Vegapunk aurait intégré des fruits du démon à tous les Séraphins se confirme? Je sais pas. Et rien que le fait que le Séraphin de Jinbe ait lui aussi des pouvoirs montre que le Sbire n'a pas des pouvoirs juste parce que Vegapunk a pu analyser Kuma dans ses moindres recoins. Et du coup, s'ils ont bien chacun un fruit du démon, quels fruits ils peuvent avoir? Je ne vais pas détailler dans cette vidéo, j'en ai déjà parlé dans un short que j'ai fait il y a quelques temps. Et si vous souhaitez que je m'étale un peu plus sur pourquoi ces différents avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et justement, en parlant de Kuma, on voit le vrai Kuma utiliser son fruit sur lui-même afin de se téléporter. La question est, où va-t-il? Encore une fois, pense surtout à l'île d'Egghead dans un premier abord. Il est peut-être lié par télépathie comme le sont les autres punks et du coup il reviendrait pour défendre le Dr Vegapunk en sentant le danger qui plane autour de lui. Ou sinon, il est lié télépathiquement à son propre Séraphin et il connaît donc ses intentions et irait l'arrêter car pour le moment le Sbire est encore sous le commandement du CP0. Mais pour moi, l'île sur laquelle il se dirige n'est pas Egghead. Oda aime nous montrer ce genre de scène pour nous l'expliquer ou nous dévoiler la suite bien plus tard. Et même si on sait qu'il est en train de rusher pour la fin du manga, cela reste quand même son activité favorite de nous retourner le cerveau. Et pour moi, on verra Kuma sur une autre île bien plus tard. Et j'ai même ma petite idée sur quelle île en question. Mais pour ça, encore une fois, ce sera pour la vidéo de la semaine prochaine. Puis pour finir en beauté avec le plus gros morceau je pense de ce chapitre, et d'ailleurs c'est même le titre du chapitre de cette semaine, le rêve du grand génie, celui du Dr Vegapunk, et de sa volonté de créer une énergie libre pour tout le monde et gratuitement. Et autant on savait que Vegapunk était une référence à plusieurs gros scientifiques, tels que Newton donc avec la tête de la pomme, Einstein et sa langue H24 tirée, mais aussi à Edison qui est l'un des punks. Cette fois-ci, c'est avec Nikola Tesla, grand inventeur du 19e et 20e siècle, ayant plus de 300 brevets, dont son rêve était lui aussi de pouvoir créer une énergie libre et gratuite pour tout le monde. Et d'ailleurs, il existe une théorie comme quoi il avait potentiellement trouvé cette énergie, mais que comme celle-ci était une énorme menace financière pour les énergies fossiles et leurs exploitants, son laboratoire fut détruit plusieurs fois à cause de cela. Et d'ailleurs, dans cette même théorie, c'est l'une des raisons pour laquelle il a été plus ou moins effacé des livres d'histoire. Mais bon, petit disclaimer, je tiens à dire que ce n'est qu'une théorie, que je n'ai pas la maîtrise de ce sujet pour dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on a dans le monde de One Piece, avec le gouvernement mondial voulant éliminer Vegapunk à cause de sa connaissance sur cette énergie. Maintenant, si on la rapporte au monde de One Piece, qu'est-ce que cette énergie pourrait être? Alors, on a eu l'indice avec l'élite, quand elle part d'une flamme infinie, on pense donc au soleil, qui est très important dans le monde de One Piece, et ça tombe bien. Notre cher Luffy au chapeau de paille a le Ito Itonomi modèle Nika, qui est le dieu du soleil tout simplement. Et est-ce que Luffy sera celui qui permet de réaliser son rêve? Ça serait comique, surtout que dans ce chapitre, la scène où Vegapunk demande à Luffy de l'escorter hors de l'île, cela fait penser à une scène typique où un nouveau Mugiwara intègre l'équipage. Et en plus de ça, Luffy est celui qui leur permet de réaliser leur rêve, tout comme il peut l'être pour Vegapunk. Même si effectivement pour moi, il y a très peu de possibilités qu'il soit un membre à part entière de l'équipage, ce serait intéressant qu'il ne soit là que temporairement, un peu comme l'a été Vivi auparavant. Il pourrait être très utile dans le power-up de différents Mugi, et cela pourra être décisif pour la fin du manga, car il reste peu de temps pour être au niveau d'une guerre finale contre le gouvernement, et je pense que ce genre de power-up sera indispensable pour certains de nos Mugi s'ils veulent tenir la cadence. En tout cas, je suis extrêmement hypé pour le chapitre 1069, la suite de cet arc et de cette saga. Avec Oda, on n'est pas encore au bout de nos surprises, et surtout j'aimerais savoir comment le CP0 va agir, car cet arc est un tournant pour les différentes instances du gouvernement mondial. Entre ceux qui croient encore aveuglément le gouvernement mondial et ceux qui se posent des questions, il se pourrait que ce ne soit plus seulement les pacifistas qui se liguent contre le gouvernement mondial, mais aussi une partie de la marine, donc on le voit déjà avec Sentomaru d'ailleurs, et une de leurs instances les plus proches, à savoir
le Cypher Pole. Et donc, en attendant le prochain chapitre, je vous invite à commenter pour savoir ce que vous pensez, mais surtout à liker et à vous abonner. Encore une fois, c'est un gros soutien pour la chaîne qui n'attend que grandir. Et donc, je vous dis salut à tous, c'était Daiku de One Piece Talk, la chaîne où l'on parle One Piece, celle où l'on vit One Piece, et surtout celle où l'on essaye de comprendre One Piece.